Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Comment déclarer votre CIR avec les meilleures pratiques actuelles. Je suis Chloé Olive, chef de projet événementiel et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Pour votre information, cette conférence durera 30 minutes et nous prendrons une quinzaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. J'en profite également pour vous préciser que vous pouvez poser vos questions pendant la présentation sur le chat qui se situe juste à votre droite, à la droite de votre écran. Par ailleurs, la présentation, vous pourrez la retrouver directement sur Webikio, sur l'onglet Modules. Et à la suite de cette conférence en ligne, nous vous enverrons directement le replay. J'ai le plaisir de vous présenter les deux intervenants du jour. Alors, nous avons Leïla Elwali, qui est experte fiscaliste chez Hemming. Bonjour Leïla. Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Et nous avons Sam Nang-Hang, qui est expert financement et l'innovation chez Hemming. Bonjour Sam. Bonjour à tous. Alors, je vous propose de passer à l'agenda du jour. Donc, comme vous le savez, la date limite pour déclarer votre CIR approche. Donc, elle est fixée au 15 mai 2024 pour les entreprises clôturant du 31 décembre 2023. Nos experts vont vous présenter les bonnes pratiques liées à cette déclaration en effectuant notamment des focus sur différents postes de dépenses, donc les dépenses de personnel et les dotations aux amortissements. Ce webinaire sera l'occasion aussi de vous faire part également des différentes actualités concernant le nouveau crédit d'impôt Industrie verte, de la jeune entreprise innovante ainsi que les activités jurisprudentielles. Je vais désormais passer la main à Leïla. Merci Chloé. Concernant les modalités de déclaration du crédit d'impôt recherche 2023, pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre 2023, le CIR est à déclarer au moment du dépôt du relevé de solde pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou de la déclaration de résultats pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, soit le 15 mai 2024 en raison de la télédéclaration. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Chloé. Merci beaucoup. Du coup, le millésime 2023 ne comporte pas de modifications substantielles. Il prend en compte désormais la suppression de la prise en compte des dépenses de fonctionnement pour les déclarants du C2I, ainsi que la majoration du taux à 30%. Entrée en vigueur, je le rappelle, à compter des dépenses engagées au 1er janvier 2023. Pour le reste des dépenses, concernant le CIR, le C2I ou encore le SICO, il n'y a pas de modification concernant la procédure de déclaration, le CERFA 2069 SD. Je passe la main à notre expert Sam Nang qui va vous faire part du formalisme et des bonnes pratiques liées à la déclaration du CIR. Alors, je crois qu'il y a un petit problème de son. Ah. C'est bon? Là, Chloé, je t'entends. Peut-être la chaîne n'est pas assez proche. C'est bon là? C'est bon? Oui, là, on vous entend. Désolée pour ce petit problème technique. Pas de souci. Alors, du coup, je reprends au niveau du formalisme sur le Canva. Si vous m'entendez, tant mieux. Je regarde sur le chat si c'est bon. Parfait. On t'entend. Okay. Alors, du coup, sur le Canva, c'est un Canva qui a été introduit depuis 2018, qui n'a pas changé depuis, et il est toujours utilisé dans le cadre des contrôles fiscaux. Ce Canva a l'intérêt de se focaliser sur l'opération de recherche, ce qui permet de distinguer effectivement si l'opération de recherche respecte bien les 5 critères d'éligibilité. On peut distinguer dans ce Canva 2 parties. Une partie commune, surtout pour les projets pluriannuels, où on va y décrire le contexte de l'opération de recherche, les indicateurs de R&D, s'il y a une subvention, partenariat scientifique, et l'opération de R&D, avec l'identification du verrou technique et du gap avec l'état des connaissances.
Après, il y a une partie plus spécifique sur les années, par rapport à l'année de déclaration, où on va y décrire les résultats des travaux, la description de la démarche suivie et la présentation des ressources humaines et matérielles. Il est intéressant d'utiliser ce canevas avant la déclaration du crédit d'impôt recherche, de manière à pouvoir identifier les forces et faiblesses des projets et d'en faire une cartographie sur les risques associés à ces déclarations. Autre bonne pratique, c'est d'anticiper la justification. Et pour cela, il faut collecter les livrables, formaliser la documentation scientifique, et ça, vaut mieux le faire à ce moment-là que quelques années après, à l'occasion d'un contrôle. On va passer aux actualités. 2023 a été une année qui a été marquée par une recrudescence de contrôles fiscaux sur le CIR, et le premier poste de dépense par son importance, les frais de personnel, ont eu une attention toute particulière de l'administration fiscale. Là, ce qu'on vous projette, c'est les 3 principaux motifs de rectification. Le premier, c'est sur la qualification des personnels, savoir si les personnels sont aptes à faire de la R&D. 2, c'est le rattachement de ces mêmes personnels à des opérations de R&D. Et 3, c'est sur la quantification des opérations de R&D. Du coup, à la slide suivante, pour les personnels retenus, pour savoir s'ils sont éligibles au CIR, il faut savoir qu'il y a 2 aspects qui sont regardés. La première, c'est de savoir si elle est qualifiée pour faire des opérations de R&D, et la deuxième, c'est de savoir si le support à sauter. On ne vous entend, Sam, on ne t'entend pas. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Très bien. Okay. Donc, je disais juste que pour savoir si le personnel était bien éligible au CIR, on va s'intéresser à 2 aspects. Premièrement, on va vérifier si la personne est qualifiée, apte à faire de la R&D. Et le deuxième point, c'est de savoir si effectivement elle est impliquée dans les opérations de recherche. Pour le premier point, c'est des éléments assez courants, mais essentiels pour la justification. On va venir collecter les diplômes, CV, contrat de travail, fiche de paie, fiche de poste. Ces éléments-là permettront d'attester de la qualification et de la compétence du personnel retenu au titre du crédit d'impôt recherche. Le deuxième type de preuve, c'est les pointages, relevé de temps, livrable R&D, si possible nominatif. Ces éléments vont permettre de déterminer de justifier si ces personnels sont bien appliqués dans les opérations de R&D. Dans la slide suivante, justement, concernant ces 2 points, on peut voir sur l'analyse et l'attention on peut voir que l'administration a des attentes concernant les temps passés sur les opérations de R&D, s'ils sont bien appliqués. Elle va s'intéresser sur la répartition du temps par projet et par personne. Elle va également vérifier pour les plus gros projets s'il y a un phasage des projets et être vigilante sur la valorisation de personnel à hauteur de 100% en R&D. Pour cela, on vous propose la méthodologie qui est à gauche. Pour répondre aux attentes et collecter à la fois les justificatifs nécessaires en cas de contrôle. On passe d'abord au crible l'ensemble des projets menés par l'entreprise et on essaye de distinguer les projets qui sont remarquables en matière de recherche et développement. Ensuite, on va essayer d'isoler parmi ces projets les phases qui sont en lien direct avec la résolution d'un verrou, ce qui permet d'identifier les personnels rattachés à ces phases éligibles et de quantifier le temps passé à ces phases éligibles. Pour la quantification, le meilleur outil, c'est un suivi analytique des temps. L'ensemble des déclarants n'utilisent pas forcément de suivi analytique des temps. Même s'il y en a un, il n'est pas forcément mis en œuvre pour l'ensemble du personnel. C'est pour cela qu'il faut être très précautionneux dans ces cas de figure, surtout pour les personnels non pointants,
à établir une méthodologie qui permet de s'assurer qu'on puisse démontrer la précision et la rigueur dans la détermination des temps passés par les personnels non pointants. À ce titre, on peut voir sur la slide suivante qu'il y a une jurisprudence en la matière. Il y a une décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes qui, dans cette affaire, les juges du fond ont refusé l'éligibilité de certaines dépenses du personnel pour défaut de justificatif. Dans ce cas, dans cette affaire, c'était une société qui s'est fait contrôler. Elle avait un suivi analytique des temps, mais il n'était pas étendu à l'ensemble du personnel. Elle a produit des temps, le suivi de pointage et des temps pour les personnels non pointants. Pour autant, tout au long du contrôle, elle n'a pas produit de justificatif. Elle les a rendus très tard dans la phase contentieuse et ça a conforté l'interprétation de l'administration comme quoi les temps pour les personnels non pointants n'étaient pas déterminés de façon précise et rigoureuse. Cette jurisprudence nous apprend donc qu'il faut bien anticiper cette phase pour être certain de pouvoir ne pas avoir ce genre d'écueil lors d'un contrôle. Laisse ma main sur les actualités de dotation d'investissement. Merci Sam. Nous allons effectuer un focus désormais sur les dotations aux amortissements, poste de dépense qui est de plus en plus regardé par les organes de contrôle. Pour rappel, au titre des dotations aux amortissements, seuls les biens créés ou acquis à l'état neuf sont éligibles au titre du crédit d'impôt recherche. Donc, cela correspond aux biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, du coup, du type matériel, machine, immeuble en propre, brevet, logiciel, par exemple. Au titre du caractère neuf, une jurisprudence récente du Conseil d'État, donc qui est la haute juridiction, est venue rappeler qu'un bien vendu ne perdait pas forcément son caractère neuf du seul fait que l'activité de l'acquéreur, R&D, se trouve dans la stricte continuité de l'activité R&D réalisée par le vendeur sur ce même bien. Ça n'impactait pas le caractère neuf qui est plutôt une condition à apprécier comptablement au regard des règles comptables. Dans un second temps, au surplus, au titre des dispositions relatives aux dotations aux amortissements, la doctrine fiscale exclut le petit matériel du type téléphone, meubles de bureau, qui sont pris en compte automatiquement par le biais des frais de fonctionnement qui s'élèvent à 75% du coût des dotations aux amortissements, de la dotation du coup qui est fiscalement déductible de votre résultat imposable. Donc, les dotations aux amortissements constituent généralement des enjeux importants dans l'assiette de votre crédit d'impôt recherche et l'administration fiscale a de plus en plus tendance à s'intéresser à ce poste de dépense et notamment au regard de deux sujets. À la fois le rattachement du bien à la réalisation de projets CIR ou C2I éligibles, mais également lorsque le bien a une utilisation mixte, à la détermination de la clé de répartition entre les activités de R&D éligibles et les autres activités de type production ou non éligibles. C'est pourquoi il convient d'adopter des bonnes pratiques concernant ce poste de dépense le plus en amont possible. Et c'est l'objet de la prochaine slide. Au titre des bonnes pratiques, nous recensons globalement les trois suivantes. Effectuer autant que faire se peut un fléchage du bien utilisé au projet CIR ou C2I éligible. Déterminer un pourcentage de R&D qu'il soit le plus explicable et défendable possible et il convient de challenger cette clé de répartition. Généralement, utiliser un mécanisme par déduction ne sera pas suffisant et ne sera pas probant pour l'administration fiscale. Et la dernière bonne pratique, c'est récolter au fil de l'eau une documentation pour démontrer l'utilisation concrète qui est faite de ces machines. Concernant l'actualité jurisprudentielle sur les dotations aux amortissements, il nous est paru intéressant de vous faire part de cette jurisprudence d'avril 2023 qui est défavorable au motif que la société en question n'a pas été en mesure de déterminer une clé de répartition probante
au regard de l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué des méthodes plutôt par déduction, qui était de dire mon brevet a été utilisé pourtant à la production. Donc, du coup, de facto, il est utilisé pour tel pourcentage à la recherche. Or, ce n'est pas une méthode qui a convaincu l'administration fiscale et les juges du fond. Le service vérificateur a pu plutôt proposer dans cette affaire de faire application d'une méthode de proratisation fondée sur le temps effectif d'utilisation des brevets pour la recherche éligible. Donc, la mise en place de ces bonnes pratiques le plus en amont possible, le plus tôt possible, permettra d'assurer une sécurisation de ce poste de dépense. Si nous passons aux autres actualités, nous souhaitions vous faire un bref aperçu du tout nouveau, du crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte. On vous a mis sur la prochaine slide les différentes caractéristiques et les caractéristiques principales de ce crédit d'impôt qui a été prévu par la loi de finances pour 2024 et qui contribue à la transition vers une économie verte et durable et qui concerne les projets d'investissement en vue de la production de batteries, de pompes à chaleur, d'éoliennes et de panneaux solaires. Et ça comprend également la production de composants essentiels et de matières premières critiques nécessaires à la production de ces équipements. Donc, il y a un décret qui vient prévoir tous les types de composants considérés comme étant essentiels et donc potentiellement éligibles au C3IV. Vous ouvrir droit à ce crédit d'impôt la production ou l'acquisition d'actifs corporels de type bâtiment, installation, équipement, machines, terrain, ou d'actifs incorporels. Et on retrouve les brevets, les licences. En plus, ce qu'on ne retrouve pas pour le crédit d'impôt recherche, on retrouve le savoir-faire ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Son taux va varier selon la taille de l'entreprise et la zone géographique où est réalisé l'investissement. Donc, il va de 20 à 40%. Donc, le taux de droit commun est de 20%. Et il va être majoré, par exemple, de 10% pour les moyennes entreprises ou de 20% pour les petites entreprises. C'est un dispositif qui est plafonné. Donc, pareil, il y a des seuils selon les plafonds, mais le plafond selon la zone qui est déterminée en annexe d'un décret est de 200 millions d'euros. Pour pouvoir en bénéficier, les sociétés doivent effectuer une demande d'agrément auprès de l'administration fiscale qui est d'ores et déjà possible pour vos projets d'investissement que vous flécherez comme étant éligibles et qui répondra dans un délai de 3 mois. C'est un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés ou restituable immédiatement s'il excède l'impôt dû. Je vais passer la main à Sam Nang qui va vous parler des actualités relatives à la jeune entreprise innovante. Oui, merci. Donc, la jeune entreprise innovante, c'est un dispositif cousin au crédit d'impôt recherche dans la famille des aides à l'innovation. C'est un dispositif qui a été créé en 2004 et qui a subi beaucoup de modifications, parfois même des rétropédalages. Du coup, il est un peu difficile de s'y retrouver. Et je vous propose de faire un point sur le dispositif et de voir l'actualité 2024. Alors, on va commencer par la durée. Il y a 2 cas de figure. On a soit les sociétés qui ont été créées avant le 31 décembre 2022 et pour lesquelles la durée maximum, c'est jusqu'à leurs 11 ans. Et à partir du 1er janvier 2023, les sociétés créées qui répondent aux critères de la GUI pourraient l'être jusqu'à leurs 8 ans. Ce dispositif, lui, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2025 et pourra être prorogé à ce moment-là dans une période ultérieure. Ce qui est recherché au travers de ce dispositif, c'est 3 types d'avantages. Le premier, c'est l'exonération sociale. Et ça dure pendant les 8 premières années, peu importe la durée du dispositif. Ensuite, il y a l'exonération totale de l'imposition sur les bénéfices, IR/IS. Ça, c'est à hauteur de 100% pour le premier exercice bénéficiaire et de 50% pour le second exercice bénéficiaire. Et enfin, on a l'exonération sur les impôts locaux selon les délibérations des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on a de nouveau en 2024 ? En 2024, il y a une suppression pour les entreprises qui sont créées à partir du 1er janvier 2024 de l'exonération sur l'imposition sur les bénéfices des GUI, donc créés à partir du 1er janvier 2024.
première mauvaise nouvelle. Par contre, elle est contrebalancée par le fait qu'il y a une création des jeunes entreprises innovantes de croissance, GEIC. C'est une variante de la GUI avec des critères qui sont similaires, hormis le fait qu'une GUIC a des dépenses de recherche comprises entre 5 et 15% du total des charges de l'entreprise. Mais en revanche, elle doit témoigner d'une performance économique. Ces indicateurs seront publiés prochainement dans un décret. Donc, on tolère une dépense de R&D plus faible qu'une GUI. Ensuite, autre nouveauté, c'est du côté des personnes qui souscrivent, qui investissent dans les PME. Effectivement, il y a une extension du dispositif IRPME aux souscriptions en numéraire au capital des GUIC. Et ça, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Ça permet, si on respecte certains plafonds, d'avoir une réduction d'impôt qui est de 30%. Maintenant, je vais aborder un point on a pu voir sur les réseaux où il y a pas mal de flottements. Du coup, on va revenir quelques mois auparavant. Lors de la loi de finances, il était prévu qu'il y ait un dispositif s'appelant JEIR, donc Jeune Entreprise Innovante de Rupture. C'est des sociétés qui ont un très gros investissement en R&D, soit quasiment 30%, plus de 30% du total des charges, et il aurait été possible d'avoir une période d'exonération plus longue et des incitations fiscales. Malheureusement, cette mesure n'a pas abouti. Pour autant, cette notion est restée. Elle est utilisée pour le dispositif IRPME. Et elle permet pour les personnes qui investissent dans ce type d'entreprise d'avoir une réduction d'impôt qui s'élève à 50%. Et la confusion, en fait, c'est que oui, cette notion, elle existe et elle permet une réduction d'impôt pour la personne qui investit. Pour autant, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'avantage avec une GUR à son niveau. Il n'y a pas un allongement de la période d'exonération. Maintenant qu'on a vu lorsqu'on a déclaré notre CIR, qu'est-ce qu'on va en faire? Là, on va voir que le premier usage de notre déclaration de CIR, c'est d'imputer ce montant de CIR. À partir de là, si jamais on se rend compte qu'il nous reste encore du crédit d'impôt recherche, il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Si vous pouvez bénéficier d'un régime de faveur de type PME, JUI et autres, vous avez la faculté de demander un remboursement immédiat de votre crédit d'impôt auprès de votre SIE. Si ce n'est pas le cas, vous avez la faculté de pouvoir l'imputer sur les exercices suivants, les 3 exercices suivants sur l'IS. Si à l'issue de cette période, vous avez encore un reliquat de crédit d'impôt, cette créance est dite restituable. Elle est remboursable. Donc, vous pouvez soit demander le remboursement de ce reliquat auprès du SIE, soit faire une imputation sur d'autres échéances fiscales. On voit que c'est sur du temps long. S'il y a un besoin de trésorerie urgent, vous avez la possibilité, lorsque le crédit d'impôt n'est pas encore déclaré, de solliciter un préfinancement, ou bien lorsque la déclaration est déjà effectuée, d'aller mobiliser la créance, et ça avec des organismes spécialisés, type Neftis ou Carmen, ou bien auprès d'établissements bancaires, comme la Banque Postale, Société Générale, BPI France. J'en cite 3 pour éviter d'avoir des problèmes. Je passe la main à Leïla qui va vous faire un panorama des jurisprudences sur le CIR de l'année 2023. Merci Samnang. Donc, pour finir ce webinaire, nous allons aborder 3 jurisprudences qui vont concerner 2 postes de dépenses. Le premier étant celui des subventions publiques où on a eu en 2023 2 jurisprudences qui peuvent être potentiellement impactantes pour l'assiette de votre crédit d'impôt recherche. Le premier est un arrêt du Conseil d'État qui est venu définir ce qu'on entendait par subvention publique à déduire du CIR comme étant toute aide versée à raison d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt par une personne morale de droit public. Au cas d'espèce, c'était le cas d'une organisation interprofessionnelle, une association à but non lucratif qui avait versé cette subvention publique et donc les juges du fond
la haute juridiction avait considéré que de par son statut, cet organisme n'avait pas à être considéré comme personne morale de droit public et donc du coup la subvention, l'aide versée n'a pas à être assimilée à une subvention publique à déduire du CIR. Cette jurisprudence a ouvert pas mal de débats, notamment au regard d'un organisme qui est la BPI France, qui est une société anonyme qui verse pas mal d'aide publique. Et donc, du coup, la question qui se pose et le rapporteur public de cette affaire invite le législateur à se positionner sur le statut de BPI France, étant donné que c'est une société anonyme, mais détenue par des personnes morales de droit public en majorité, à 90%, je crois, ou 99, quelque chose %. Donc, du coup, la question qui va se poser et l'enjeu majeur au cours de l'année 2024, c'est de voir si on considère les aides versées par la BPI France comme étant des aides publiques ou non. Pour le moment, on n'a pas de précision du législateur. La deuxième jurisprudence qui concerne le poste de dépense des subventions, qui est cette fois-ci défavorable, est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon qui a considéré au cas d'espèce que la subvention qui avait été accordée à la société en raison d'une opération de R&D valorisée au CIR, devait être intégralement déduite de la base du calcul du crédit d'impôt recherche, quand bien même il y avait au titre de cette subvention des postes de dépenses qui n'étaient pas éligibles et donc valorisés au titre du crédit d'impôt recherche, au titre de ce même projet. Cette jurisprudence nous surprend et on espère que c'est un cas d'espèce propre à cette affaire puisque elle vient contredire ce que prévoit la doctrine qui est assez claire sur le sujet où elle prévoit qu'une subvention n'est à déduire qu'à hauteur des opérations ouvrant droit et donc éligibles au titre du crédit d'impôt recherche. Et donc, ce qui signifierait que les dépenses qui n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt recherche, mais qui sont subventionnés par ailleurs, peuvent faire l'objet d'un retraitement du montant de la subvention à déduire in fine. Donc là, on attend d'en savoir plus au regard de cette jurisprudence, mais qui est plutôt défavorable et qui pose question par rapport à la doctrine fiscale applicable à l'heure actuelle. Et enfin, la dernière jurisprudence dont on voulait vous parler concerne le poste de dépense de la sous-traitance, qui est là aussi favorable et qui est un arrêt du Conseil d'État, là encore, où la haute juridiction est venue préciser que lorsqu'une entreprise confiait une prestation à un organisme agréé, quand bien même les dépenses faisaient l'objet d'un paiement direct par le co-contractant du donneur d'ordre, eh bien, la dépense restait éligible dans l'assiette du donneur d'ordre, même si, dans un premier temps, il n'effectue pas le paiement direct, dès lors que c'est bien lui qui est le porteur du projet sous-traité et, bien entendu, que cela constitue une charge dans sa comptabilisation. Donc, une charge fiscalement déductible de son revenu imposable. Voilà pour les 3 actualités jurisprudentielles dont on voulait vous faire part. Hop, je vais reprendre la parole. Merci beaucoup Samnang et merci Leïla pour votre présentation très intéressante. Donc, on va passer maintenant aux questions qui ont été posées sur le chat des participants. Alors, on a une première question. Est-il possible d'avoir un opérateur chargé du montage d'un dispositif de test éligible le temps de réalisation de cette opération? Oui, c'est une question qui est assez commune. En fait, il y a 2 catégories de personnel qu'on peut valoriser au CIR. On a les chercheurs qui vont élaborer les hypothèses et on a les techniciens en recherche qui, eux, travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs. Et pour ces personnels-là, si on arrive à témoigner qu'ils travaillent en étroite collaboration, et ça semble être le cas de l'opérateur qui monte un dispositif de test éligible, j'imagine que sous-jacent à ça, il y a une hypothèse de recherche, effectivement, on pourra valoriser cette personne. Merci Samnang. Là, on a une deuxième question. Bonjour, si je crée un prototype, est-ce que je peux le prendre en compte dans le CIR s'il est immobilisé, bien entendu, somme des composants? Alors, si vous créez un prototype et que ça donne lieu à une comptabilisation
du coup un matériel qui sera utilisé au titre d'un nouveau projet de R&D, d'une nouvelle opération de R&D, eh bien, vous pourrez prendre en compte la dotation aux amortissements reliés au temps d'utilisation à la R&D. Merci Laïla. Alors, on a une troisième question. Quelle est votre position sur le statut d'organisme de droit public de la BPI? Alors, c'est une question très intéressante. À mon sens, c'est très délicat de considérer la BPI France comme étant un organisme privé, même si juridiquement, c'est une société anonyme. Donc, du coup, c'est une société anonyme et par essence privée. Mais étant donné les personnes qui les détiennent et étant donné que Bercy considère la BPI France comme étant un organisme public, ce que je préconise pour les sociétés, c'est d'effectuer plutôt des rescrits directement auprès de la direction de la législation fiscale pour demander si la BPI France est considérée désormais depuis cette jurisprudence comme publique ou privée. Et auquel cas, s'il y a eu des déductions, faire sur les exercices encore ouverts des réclamations contentieuses a posteriori. Merci Laïla. Alors, on a une autre question. Le CIR 2022 n'a pas été versé car le dossier justificatif a été demandé. Je n'ai pas de retour. Dois-je attendre le retour de l'admin? Par rapport à ça, effectivement, les process de demande de restitution, de remboursement du crédit d'impôt recherche peuvent être assez longs, d'autant plus lorsqu'il y a une demande d'information et qu'il y a une latence à transmettre les réponses. Notre recommandation, c'est que lorsqu'il s'est déjà écoulé quelques mois, c'est de relancer l'administration pour savoir si tous les éléments sont en leur possession pour pouvoir investiguer. Il y a un suivi. Et après, il y a un savant mélange pour éviter de mettre trop de pression sur le service qui pourrait être contre-productif. Merci Samnang. Alors, on va voir une autre question. Bonjour, j'ai manqué le début de la présentation. De fait, je ne sais qui est la société Hemming. Quand on fait appel à un prestataire pour monter un dossier CIR, devons-nous bien déduire du CIR obtenu la facturation de ce prestataire? Je vous laisse y répondre. Donc, par rapport à la question, effectivement, lorsqu'on fait appel à un conseil pour établir, calculer le crédit d'impôt recherche, il y a une possibilité de venir déduire les honoraires de cette intervention. Par contre, il y a une modalité selon deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est une rémunération au success fees. Là, pour le coup, le montant de rémunération calculé au succès, un pourcentage, est déduit de l'assiette de la société, ce qui permet après de déterminer un montant de CIR net. Autre cas de figure, la rémunération, elle est forfaitaire. Dans ce cas de figure, on va regarder si le montant de rémunération excède l'un des deux seuils. Le premier seuil, c'est les 15 000 € et le deuxième seuil, c'est 5% du total de l'assiette. Si jamais on est en deçà de l'un du plus grand des deux seuils, il n'y a pas de déduction, il n'y a pas d'impact sur le montant de CIR. Si en revanche, ce montant forfaitaire excède le plus grand des deux seuils, le delta, va venir le déduire de l'assiette du crédit d'impôt recherche. Sinon, Hemming est une société qui accompagne les entreprises sur différents leviers, que ce soit sur l'innovation, sur les ressources humaines, toute une palette. Et n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour qu'on puisse échanger avec vous à ce sujet. Merci Samnang. Alors, une autre question. Quels sont les diplômes minimums pour être pris en CIR? Alors, au regard de la condition des diplômes, sont éligibles au titre du crédit d'impôt recherche ce qu'on va appeler les chercheurs et les ingénieurs. Donc, il faut un grade donnant ce statut de chercheur et d'ingénieur. Puis, on va avoir la catégorie des techniciens de recherche, où là, il n'y a pas vraiment de conditions de diplôme à avoir. Généralement, en pratique, ce sont des bac+2, bac+3, où il faudra démontrer à la fois leurs compétences techniques, par exemple via leurs expériences professionnelles dans le domaine technique pour lequel ils sont valorisés,
et leur étroite collaboration sur des opérations de R&D avec les chercheurs et les ingénieurs. Merci Laïla. Alors, une autre question. Est-ce que le dispositif GEIR est en vigueur? Le dispositif GEIR, alors, comme dit tout à l'heure, c'est un dispositif qui n'a pas abouti lorsqu'on se concentre au niveau de la GEIR, donc il n'y a pas d'avantage supplémentaire pour la société en termes de durée d'exonération ou d'incitation fiscale. Pour autant, cette notion, elle est restée et lorsque vous regardez des publications depuis ces quelques semaines, elles sont plutôt axées sur les personnes qui investissent dans ces entreprises et ils peuvent en retirer des déductions fiscales à leur niveau. Merci Salma. On va passer à la question suivante. Quelles sont les différences fondamentales entre CIR et C2I? Quand souscrire à l'un ou à l'autre? Merci. Alors, c'est deux dispositifs qui sont complémentaires, qui sont très proches également, qui sont aussi cousins. Dans le crédit d'impôt recherche, on va se focaliser sur une abstraction technique du projet, de l'opération de recherche. Est-ce que pour mener à bien cette opération de recherche, il est nécessaire de créer des nouvelles connaissances scientifiques? Pour le coup, on rentre dans le scope du CIR. Par rapport au crédit d'impôt innovation, on ne va pas se focaliser sur les connaissances scientifiques. On va se focaliser sur le marché de l'entreprise et les produits existants. Est-ce que le bien que l'entreprise souhaite développer existe déjà? S'il n'existe pas encore et qu'il est plus performant selon 4 critères qui sont l'éco-conception, l'ergonomie, performance technique ou fonctionnelle, à partir de là, il faut que l'entreprise développe et valide les performances supérieures sur un prototype. À partir de là, elle sera éligible au titre du C2I. Mais attention, autant le CIR est ouvert à toutes les entreprises, autant le C2I, lui, est restreint aux PME au sens communautaire. Et par le passé, il y avait une tendance à plutôt flécher des activités vers le crédit d'impôt recherche parce que le taux était plus avantageux, 30%. Et avant, le taux était de 20% pour le C2I. Dorénavant, le taux est identique, 30%, avec quelques ajustements sur la C2I. Mais sinon, on a le même. Merci beaucoup, Salma. Alors, on va terminer avec une dernière question. Quels sont les sujets contrôlés en ce moment par l'administration? Je dirais que le sujet principal, c'est celui des dépenses de personnel, à la fois surtout sur comment sont déterminés les temps valorisés au titre du crédit d'impôt recherche, avec un focus à la fois sur certaines fonctions qui ont des fonctions de manager et également sur les non pointants, lorsqu'il y a un système de pointage, mais à la fois du personnel pointant et du personnel non pointant. Merci Laïla. Finalement, on a d'autres questions qui tombent. Il nous reste encore un petit peu de temps. Le CIR est donc réservé à la recherche scientifique? Alors, effectivement, on va regarder sur un point de vue scientifique. Après, il faut distinguer. Souvent, on a le réflexe de se dire que la recherche scientifique, c'est les sciences dures. Mais il ne faut pas occulter les sciences molles qui sont également éligibles. Et c'est sûr qu'on va faire une attraction du projet d'un point de vue scientifique, d'un point de vue connaissance qui est partagée, et vérifier que ces connaissances disponibles ne suffisent pas à résoudre le problème qu'on souhaite lever. Pour une autre question qui était une poursuite de la précédente, c'était sur la déduction des honoraires du cabinet de conseil dans les cas où il y a un forfait et un success fees. On considère les deux cas de figure en même temps. C'est-à-dire que le forfait, on regarde si on dépasse l'un des deux seuils, pour savoir si c'est une déductibilité, et le success fees, lui, est forcément déduit de l'assiette. Merci beaucoup, Salma. Je pense qu'on va clôturer les questions. Donc, si jamais vous avez d'autres questions éventuelles, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à cette adresse, donc finance-innovation@eming.com. Donc, merci à tous d'avoir participé au webinaire. Merci aussi aux intervenants du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Et oui, je précise aussi, comme j'ai précisé au début, mais vous pourrez retrouver donc la présentation sur le module ressources sur la plateforme Webikeo. Et on vous enverra aussi à la suite de cette conférence en ligne le replay.
Voilà. Merci. Bonne journée à tous. Merci Chloé, merci à tous. Au revoir, À bientôt. merci. C'est pas clôturé.